Messieurs, dames, bonjour, bienvenue dans la grande tribune de ce mardi 4 octobre 2022. C'est un immense plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, nous parlons de deux thématiques différentes. Premièrement, nous parlons de Bunagana. Félix Tshisekedi dans l'impasse de libérer Bunagana. C'est le premier questionnement. Le deuxième, 2023, la table ronde électorale s'annonce. Voilà, deux sujets importants qui vont devoir conduire cette émission. Je rappelle les règles de cette émission. Vous n'arrêtez pas votre co-débatteur. Si vous avez une réaction, prière de la noter. Vous allez intervenir quand vous allez reprendre la parole. Voilà, on va directement lancer le premier sujet, mais d'abord, je vais saluer mes invités. Monsieur Luc Malembe, bonjour. Vous êtes cadre de l'ECD porte-parole de votre famille politique en Ituri. Bonjour, Monsieur Dan. J'en profite pour saluer les co-débatteurs ainsi que vos nombreux téléspectateurs. Est-ce qu'il y a un sujet que vous souhaitez commenter? Alors, c'est que deux ou trois petits sujets. Le premier, c'est comme je l'avais dit l'autre fois, la spoliation des terrains de l'État. Pas seulement à Kinshasa, en tout cas, le bord du fleuve Congo, parce que quand vous êtes du côté Gombe, derrière l'hôtel du fleuve, tout ça, et on voit des clôtures, des tôles en train de clôturer carrément tout le bord du fleuve. Or, vous savez que le bord du fleuve est public. Chaque Congolais a le droit d'accéder, de voir le fleuve. On ne peut pas le vendre. Tout ça se passe sous ce régime. L'insécurité à Kinshasa, je parle de la criminalité urbaine, avec les dossiers Koulouna, ça refait surface de manière très très inquiétante. En fait, on sent une faillite totale de l'État. L'État est incapable d'assurer et la sécurité, la défense de la patrie, mais également la simple sécurité en ville de Kinshasa. Donc ça nous inquiète. Et le troisième point, c'est les prisonniers politiques. Ça continue. Ces régimes, ces gens ici de l'UDPS avec lesquels nous avons été à l'opposition hier, ils sont en train de faire pire que ce qu'a fait Kabila. Du côté SID, nous avons plus d'une dizaine de militants de l'SID qui sont en prison, qui n'ont jamais été libérés. Vous avez entendu des arrestations des militants de la Lucha, vous avez entendu tout ça, les Jimmy Kitenge, tout ça. Ça doit s'arrêter, ça. On ne peut pas arrêter quelqu'un pour avoir émis un point de vue politique. C'est pour ça que nous nous sommes battus contre Kabila, et c'est inacceptable qu'on revive ça aujourd'hui. Merci beaucoup, Monsieur Malembe. Monsieur Richard Pinda, cadre UDPS et communicateur ISN. Bonjour et merci de nous faire encore une fois cet honneur. Merci à vous de nous recevoir, merci aux téléspectateurs. Je salue ici mon co-débatteur, je vous salue aussi. Et je pense que nous aurons un débat républicain. Alors, je voudrais réagir, je le considérais comme étant mon biscuit. C'est-à-dire que je voudrais réagir sur certains points. Vous savez, lorsqu'on est citoyen congolais, comme partout au monde, ok, nous avons des devoirs, ok, et des obligations. J'allais dire de droits et des obligations. En tant que citoyen congolais, lorsque vous constatez qu'il y a spoliation telle que vous le faites là, et vous l'avez bien dit ici, vous dites qu'il s'agit d'un bien du domaine public de l'État. Et la conséquence, c'est-à-dire que vous, en tant que citoyen, vous seriez assumé en initiant une action en justice. Vous le dites que c'est votre deuxième fois de revenir là-dessus. Quelle est l'action que vous aviez menée, okay, en tant que citoyen, en tant que personne préjudiciée dans ce droit-là? Okay, on se rend compte qu'il n'y a d'aucune action qui a été menée dans ce sens-là pour revendiquer un droit qui revient à tout le monde. Ça, c'est d'abord un fait. Deuxièmement, j'aurais souhaité encore, je vous aurais pris au sérieux, je vous aurais aussi pris par la main pour cheminer ensemble, pour défendre ce qui est un droit commun. Lorsque vous auriez amené des dossiers pour dire, des documents pour dire que non, telle chose connaît un problème, voilà ces niveaux ici, voilà comment est-ce que nous pourrions ensemble arriver, parce que c'est un bien du domaine public de l'État, et n'ayant pas été désaffecté, donc ce qui voudrait tout simplement dire que tout Congolais a le droit
non seulement de dénoncer, mais aussi d'initier une action en justice. Je comprends que vous soyez habitué dans le populisme, puisque cela s'ensuit. Vous dites encore ceci. Vous parlez de Koulouna. Vous dites que le Koulouna, ressurgit pour éventuellement mettre en mal, ainsi de suite. Mais voilà ce que vous oubliez. Qu'il y a une tranche d'âge que l'on constate parmi ces enfants Koulouna, c'est la conséquence de comment même Martin Fayoulou, député, n'ayant proposé aucune disposition, n'ayant proposé aucun projet pour encadrer ces jeunes-là, pendant qu'il était député, au sein de l'hémicycle, parce qu'il y fallut de loi. Il n'a même pas fait allusion à la gratuité de l'enseignement pour que ces jeunes-là... C'est quand même incompréhensible. Vous avez lancé le service national, mais ça n'a pas arrêté le Koulouna. Au contraire, on a l'impression que ça augmente. Ok. On parle de 120 millions de Congolais. Et on vous dit 80 millions de Congolais sont jeunes. Ok? Je reviens encore pour dire ceci. Vous voyez la tranche d'âge qu'il y a. Voilà les jeunes qui sont dans la rue. C'est la conséquence d'un système qui a été entretenu et par les députés. En l'occurrence, Martin Fayoulou qui était député parce qu'il avait l'obligation en tant que député. Il ne faut pas oublier cela. Okay. Il faut savoir une chose. D'ailleurs, il faut comprendre que lorsque vous avez un gouvernement de la République... La dichotomie entre service national et résurgence... Laissez-moi y aller, s'il vous plaît. Nous proposons des solutions et les solutions sont là avec les services nationaux. Aujourd'hui, les Koulouna, hier, on les appelait tels quels. Aujourd'hui, ce sont, aujourd'hui, on les appelle les bâtisseurs. C'est parce qu'ils construisent. Et aujourd'hui, il y a une extension des activités du service national sur toute l'étendue. Et on va y aller tel quel. Et aujourd'hui encore, le jeune qui était dans la rue, qui était, dans une prédisposition abandonnée par l'État congolais, incapable de pouvoir mettre des mécanismes en place qu'il faille pour résoudre ces problèmes de Koulouna, aujourd'hui, nous trouvons des solutions. C'est-à-dire que, étant où nous sommes, je vous disais tout à l'heure que nous avons 80% de population qui est jeune, allez-y, estimez que ça vous fait une affaire de près de... On peut prendre 100 millions de Congolais qui sont jeunes. Les encadrer tous, ce n'est pas du jour au lendemain. C'est-à-dire que nous prenons des mécanismes et ces mécanismes-là réussissent. Je vous prends une illustration. Je suivais à la télévision une jeune demoiselle. Pour terminer, une jeune demoiselle avec 400 000 francs congolais entre ses mains, des services nationaux de Koulouna. Elle dit ceci, en lingala en plus, elle dit ceci, je cite, par là, je sous-entendais que cette jeune-là se prostituait. Mais elle fait un travail dont elle en était fière. Il faut voir l'expression qu'il y avait sur son visage. C'est-à-dire que vous sentez que cette personne est fière de ce qu'elle produit comme travail et de ce qu'elle... Vous savez, lorsque vous êtes chrétien comme nous autres ici, on vous dit les précieux trésors de l'homme, c'est le travail. Allez-y comprendre qu'aujourd'hui, les mécanismes sont mis en place pour permettre à ce que ces jeunes-là soient occupés. Je voudrais chuter en disant ceci, que je m'attendais à un discours républicain, c'est-à-dire les faiblesses, nous les relevons. Nous disons que les propositions sont là, mais ils sont moindres, il faut les améliorer, il faut encore davantage faire de propositions. Mais je me rends compte, je crains, j'avertis l'opinion, je crains que ces débats ne seront pas républicains. Pourquoi? Parce que nous allons nous perdre tel quel. Parce qu'on a tendance à indexer pour dire que ce sont eux qui sont le mal, mais on ne propose rien. Parce qu'il s'agit de la République. Je pose une question, j'ai suivi une émission ce matin avant de... Là c'est déjà, on dirait que c'est déjà une fuite en avant. Non, les faits vous sont n'avez pas là. encore suivi votre co-débatteur. Je l'ai suivi ici lorsqu'il indexe, il dit ces régimes ici. C'est comme si Tshisekedi vous a dit qu'il venait avec les saints. Il venait avec les gens sans tâche, des anges. Okay? Mais cependant, Tshisekedi vous dit qu'il combat la corruption. Quels sont les actes que pose Tshisekedi qui démontrent qu'il y a un combat la corruption? Il y a beaucoup de... Bon, allons-y. Beaucoup de personnes arrêtées, la justice est... Je suis avocat. Voilà. Je suis praticien de droit. Tout à fait. Ça veut dire que vous maîtrisez votre lecture à vous n'est pas la mienne. Ah, tout à fait. Nous pourrions y aller. Exactement. Et vous allez vous rendre compte, je reviens là-dessus, puisqu'il a parlé, il a évoqué, excusez-moi, il a évoqué la question. Il a évoqué, s'il vous plaît. Vous allez revenir. Vous allez revenir. Je suis 30 secondes. Je commence par vous. Ouais. Je vais lire la note de l'information de la rédaction, l'actualité en images, rapidement, avant de lancer le premier sujet. C'est depuis 3 mois que la localité de Bunagana est occupée par les forces
rwandaise sous couvert du M23, malgré l'état de siège décrété par le chef de l'État Félix Tshisekedi. L'on ne cesse d'enregistrer des pertes en vies humaines et autres terreurs. La récente entrée des troupes kenyanes dans l'est de la RDC en empruntant une autre itinéraire inquiète. Doit-on redouter une balkanisation ou gestation? Wait and see. Voilà qui vient de présenter donc le premier sujet. Félix Tshisekedi dans l'impasse de libérer Bunagana. Voilà, plus de 100 jours depuis que Bunagana est dans les mains de M23. Maître, je reviens vers vous, mais je donne la parole rapidement à... Alors, 3 mois après, vous êtes, je vous pose la question en tant que résident de la partie Est. Oui. Comment vous réagissez après, après le constat de 100 jours que la société des Bunagana est entre les mains du M23? Quel est les ressentis de la population locale d'abord? Très bien. Nous sommes à 120 jours en fait. 120 jours. Presque en tout cas. 120, je crois que j'ai fait le décompte. 120 jours depuis que Bunagana est occupé par 2 armées, il faut le rappeler, l'armée ougandaise et l'armée rwandaise. Parce que pour nous, M23 n'existe pas. Nous ne savons même pas s'il y a un Congolais dans le M23. Alors, la situation inquiète, je crois, chaque Congolais aujourd'hui. Parce qu'on se rend compte que le régime ici, même si mon ami ne veut pas, ben, moi je suis venu pour parler du régime. Je veux parler de qui? De Tshisekedi et son régime. Si que mon ami s'apaise, parce que ou alors qu'il dégage, on ne parlera jamais d'eux. Tant qu'ils se disent qu'ils sont là, qu'ils dirigent ce pays, nous allons les charger. Parce que c'est ça, c'est le résultat de leur échec en fait. Aujourd'hui, on se rend compte que le monsieur Tshisekedi n'a aucune ligne dans cette gestion sécuritaire. Il saute sur tout, il bricole, il fabrique, il tâtonne. Alors qu'il s'agit ici d'une question de la survie même de notre pays. Demandez à notre ami, c'est quoi la ligne politique de Tshisekedi dans ces dossiers ici? Qu'est-ce qu'il fait? On est en train de vouloir faire la guerre, nous ne savons pas. Parce que depuis que Bunagana a été occupé, l'armée ne fait rien pour déloger les M23. L'armée est restée en position défensive. Alors, on mêle l'état de siège dedans. Il privilégie la diplomatie. Parce que c'est l'armée rwandaise. Voilà, on lui demande, je l'ai suivi sur un plateau étranger, en train d'abord, il critique notre armée. Vous vous appelez président de ce pays. Vous allez Mais vous, on vous a posé la question. On a posé la question à votre président. Si aujourd'hui, Martin Fayulu rencontre Kagame, quel message allait-il lui dire? Exact. Vous attendez que Fayulu dise sa politique de défense sur un média? Il s'agit de la défense de ce pays, mon frère. On ne peut pas le dire sur un média. Ça veut dire comment les questions sécuritaires ne se traitent pas sur les médias. Les questions de défense. Fayulu ne dira jamais qu'est-ce que lui compte faire parce que l'adversaire le connaîtra. Ok? C'est comme nous avons suivi quelqu'un qui dit les Kenyans vont entrer par Bunagana. D'abord, c'est faux, ils ne sont pas entrés. Donc, on sent quelqu'un qui ne connaît pas. En fait, les Kenyans entrent comme ils veulent, où ils veulent. L'autre question qui nous inquiète, c'est que les accords que M. Tshisekedi signe avec ces États-là, que nous considérons comme des États agresseurs, des États ennemis, cette histoire de EAC, c'est une organisation criminelle dans laquelle on doit enlever notre pays immédiatement. En tout cas, le président a dit dès qu'il prend les choses en main, la première chose sera de retirer notre pays de l'EAC. Nous ne sommes pas un pays de l'Est, nous sommes un pays de l'Afrique centrale. Nous sommes au carrefour de toutes ces régions. Ok, tous ces gens parlent anglais, nous parlons français. Tous ces gens nous ont agressés. Le Burundi, l'Ouganda, le Rwanda, ils nous ont agressés. Qu'est-ce que nous allons faire dans leur truc? Donc c'est comme un sorcier, il vous ensorcelle. Et vous allez chercher le médicament chez lui. Vous ne soutenez pas cette position de... Non, on doit enlever notre pays de ces histoires. On doit EAC, nous n'en voulons pas. Nous ne voulons pas de ces ennemis et de ces armées ennemies auxquelles on est en train d'ouvrir les frontières de notre pays. Mais on n'a pas vu les CID faire une proposition concrète par rapport à ça. Est-ce que ce que je dis là, ce n'est pas une proposition? À part critiquer. Est-ce que ce que je dis, ce n'est pas une... Je vous dis, enlever notre pays de l'EAC. Ça va régler. Les populations de l'Est sont opposées. Ça va résoudre la crise. Le problème ici, c'est une question de défense.
Nous devons nous battre contre le Rwanda. Le Rwanda n'a pas besoin seulement de l'Est. Vous avez vu ce qui se passe à Kwamouth. Vous avez entendu l'alerte de notre ambassade en Centrafrique. Vous avez vu le Rwanda acheter des concessions que nous considérons comme des bases militaires au Congo-Brazza. Le Rwanda est en train de nous encercler et il profite de ce vide carrément à la tête de l'État. Vide. Je termine en disant ici. Vous pensez que si aujourd'hui Martin Fayulu, on va réfléchir comme ça, prenait le pouvoir, la guerre sera résolue d'un clin d'œil? En tout cas, cette question, c'est une question de défense de notre pays. D'un clin d'œil. Non, je dis que nous devons nous battre. Nous devons nous battre. Il n'y a pas de solution pour la question de l'aide. Ça fait 28 ans que cette situation dure, mon frère. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Toutes ces voies-là qu'ils essaient, là, ça a déjà échoué. Kabila a fait tout ça et ça a échoué. Qu'est-ce qu'on n'a pas donné aux Rwandais? Qu'est-ce qu'on n'a pas donné à la communauté là des gens qui s'appellent du M23? Non, je chute. La communauté ici du M23, qu'est-ce qu'on leur a pas donné? Ils ont 500 généraux dans l'armée, messieurs. Encore, ils demandent des négociations. Ils ont des postes dans tous les ministères. Nous sommes à 450 tribus. Il y a des tribus qui n'ont même pas un bourgmestre dans ce pays. Très bien. Donc, je suis en disant que l'autre problème, c'est que le fait de faire entrer des armées étrangères, est-ce qu'il existe encore le Parlement dans ce pays? Parce que nous avons comme l'impression qu'il n'existe plus qu'une seule institution qui s'appelle M. Tshisekedi. Quel est le jour où cette histoire a fait débat au Parlement? C'est ce que la loi dit. Vous ne pouvez pas faire entrer des armées étrangères comme si c'était une boutique privée de M. Tshisekedi. Les accords qu'il signe avec le Rwanda, l'Ouganda, les EAC, il doit nous les montrer. Ce n'est pas son pays ici, monsieur. Ça, c'est notre pays. Ce n'est pas une boutique privée d'un individu qui s'appelle Tshisekedi. D'accord. Donc, ces accords, on doit les publier. Et puis, ça devait faire l'objet. Donc, nous sommes là en face d'une trahison de notre pays. D'accord. Maître Mpinda. Plus de 100 jours après, Bunagana toujours entre les mains du M23, des Rwandais, comme tous les Congolais veulent bien le dire, plus de 100 jours après, quelle est la cause? Quel est le problème? Pourquoi on n'arrive pas? Pourquoi tant de jours pour mettre ces Rwandais hors du pays? D'abord, le premier problème que nous avons, c'est ces gens de compatriotes qui lui sur il a un plateau, il dit « Je viens moi pour charger Tshisekedi. Je viens moi pour parler du régime et du système. » Ok? Moi, je viens parler de la République. C'est-à-dire que si Tshisekedi faillit quelque part, je fais des critiques et par de suite, je fais des propositions. Lorsqu'on vous pose la question de savoir quelle proposition vous faites, vous dites il faut sortir de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Nous venons d'y adhérer il n'y a pas longtemps. Mais avant que nous fassions notre adhésion à cette communauté-là, mais la guerre était là. Ce qui voudrait dire que votre proposition avait déjà échoué. Et ici, nous sommes en train d'expérimenter une nouvelle donne. Il dit encore ceci, il dit que nous sommes occupés par le Rwanda et par l'Ouganda. Voilà la subtilité que vous n'arrivez pas à cerner, à déceler de ce qui est dit. Le Rwanda refuse d'en assumer la responsabilité. Pourquoi? Parce qu'il sait que si je le faisais ainsi, on m'aurait taxé d'un agresseur. Voilà ce qui se passe, ce que vous n'arrivez toujours pas à comprendre, que vous n'arriverez jamais à comprendre apparemment. Tshisekedi, il a démontré que nous sommes agressés. Mais parce que nous ne sommes pas seuls dans ce monde ici. Nous vivons avec d'autres pays. Et nous, en tant qu'État, nous avons signé des traités et accords d'adhésion, par exemple, à l'Organisation des Nations Unies. De peur que nous puissions être sanctionnés injustement, nous devons aller avec subtilité. Pourquoi? Parce que nous avons tous constaté plutôt, j'allais dire, et Tshisekedi l'a fait constater, que la complicité l'emporte aussi sur certains personnels de l'Organisation des Nations Unies qui peuvent utiliser ces instruments-là contre nous. Entre autres, certains autres États puissants qui veulent voir la République démocratique du Congo faible pour éventuellement continuer à exploiter nos richesses. Mais ça, vous ne comprendrez toujours pas. Je voudrais encore revenir sur un fait. Voilà comment vous vous êtes embrouillés. On vous a posé une question simple.
d'une simplicité sans pareil. On vous dit 100 jours de Bunagana. Que fait le gouvernement en place? Vous revenez sur des accords. Voilà comment ça se passe lorsque nous adhérons à une communauté. Nous cédons une partie de notre souveraineté. L'article 217 de la Constitution, qui voudrait que la souveraineté, en fait, il y a aussi une confusion là-dessus. La souveraineté, c'est la capacité, ok, de pouvoir exercer un certain nombre de pouvoirs publics. Très bien, mais vous faites quoi? Vous faites quoi sur le terrain? Vous faites quoi sur le terrain laissez-moi pendant que les enfants, je vais répondre ces enfants-là qui doivent aller à l'école, ça fait plus d'un mois aujourd'hui que la rentrée scolaire a été déclarée, a été lancée même par le ministre de l'Enseignement, mais ces enfants de Bunagana et des régions qui sont toujours occupées sont toujours à la maison. Que fait le gouvernement exactement pour mettre fin à ça? Il faut toujours passer par la diplomatie, déclarer que le Rwanda nous agresse et voilà. Je connais la notoriété de cette chaîne ici. Je connais aussi votre capacité à aller dénicher les informations. Ok? Vous ne me contredirez pas aujourd'hui que les occupants de Bunagana ont demandé aux populations civiles de quitter la ville. Vous ne l'avez pas appris. Là, c'est moi qui pose des questions. Non. C'est pas vous. Laissez-moi y aller, s'il vous plaît. Des questions. Contredisez-moi là-dessus. Non, je sais pourquoi je le dis. Contredisez-moi là-dessus. C'est pour dire quoi? Une attaque imminente est en train de se préparer. Ok? Puisqu'on ne peut pas demander à la population. Puisque le plus grand problème que nous avons à Bunagana, c'est celui-là. C'est un centre urbain. Et quand on dit centre urbain, il y a des populations qui sont là. Et vous allez vous rendre compte, même l'occupation de Bunagana a été faite sans qu'il y ait crépitement d'armes. Vous savez pourquoi? Parce qu'il faut protéger la population civile. Quand on attaque telle qu'elle, avec tout ce que nous avons aujourd'hui, pu, bien sûr avec la bénédiction de la Russie, ok, ça serait un crime contre l'humanité. Et aussi, Tshisekedi n'est pas là pour tuer les gens. Tshisekedi est là pour assurer, au nom de la République, la sécurité des biens et des personnes. Allez-y comprendre. C'est la raison pour laquelle Bunagana est toujours entre les mains de Ça, ce sont vos conclusions à vous. J'ai répondu à la question selon laquelle, 100 jours maintenant, qu'est-ce que vous faites? Je vous ai dit qu'il y a une attaque imminente en cours de préparation. Et aussi, soyons sérieux. Cette attaque imminente, elle sera faite par les FARDC ou bien par l'armée de l'Afrique de l'Est ou conjointement FARDC et l'armée de l'Afrique de l'Est? Vous risquerez de poser beaucoup de questions et que nous n'aurions pas répondu à l'essentiel. Je veux revenir là-dessus. La question, j'ai posé. Vous prenez en compte aussi vos interruptions. C'est-à-dire que vous me donnerez le temps conséquemment pour m'expliquer. Allez-y. Non. Ça veut dire quoi? Je vous pose la question et je me rends compte que vous n'êtes pas encore satisfait. Voilà. Ok. La principale mission de la sécurité des biens et personnes revient à la République démocratique du Congo. Et par voie de conséquence, c'est la République démocratique du Congo qui doit être au devant de la scène. Et ce que nous faisons. Je voudrais ici que nous puissions réfléchir tous ensemble. Récemment, ici, vous avez appris que le général Yav a été arrêté. Non pas parce qu'il est allé faire une promenade de santé, c'est tout simplement parce qu'il a été en complicité avec, l'armée rwandaise. Ok? Pour éventuellement faciliter l'entrée de mouvements rebelles jusqu'au Rwanda. Plutôt à Goma. Ok? Mieux encore, nous avons constaté, moi je vais vous prendre un cas pratique. Je me réjouis dans le commandement des FARDC. Parce qu'une initiative a été prise. Le président de la République, le 30 juin, il a fait un appel aux Congolais de pouvoir intégrer l'armée, de pouvoir se faire enrôler au sein de la police et ainsi de suite, tout ça, ok? Mais l'armée n'a pas suivi. Posez-vous la question de savoir pourquoi l'armée n'a pas suivi. C'est-à-dire tout simplement que moi, à mon entendement, je constate qu'il y a complicité. Toujours avec ces commandements qu'on avait, on s'est rendu compte que il y a eu des affairistes, il y a eu tout ça. Il faut commencer par nettoyer pour s'assurer qui va aller au front et défendre valablement. Des changements qui arrivent, commençons maintenant, ok, à se poser des questions. Vous saviez qu'à un moment donné, on se retrouvait, les troupes ont abandonné soit tel. Il n'y a pas longtemps, il y a pratiquement 1 ou 2 semaines, où nous avons vu les troupes des FARDC s'entretuer entre eux. Pourquoi? Parce que le commandement posait un problème. On ne veut pas aller de manière suicidaire exposer nos compatriotes. Il faut prendre des précautions et avoir des hommes de confiance. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte que... allez vous rendre... Je chute pour je vous avais dit, il faut prendre en compte aussi les temps que vous m'interrompez tout le temps là. Voilà. Alors, je voudrais ici dire que nous...
des hommes de troupes qui ont été aux côtés de la garde républicaine, qui ont fait des épreuves, qu'on a transplanté cette configuration-là au sein de FARDC pour qu'éventuellement nous puissions avoir le rendement qu'il faut. Donc je pense que dans ce sens-là, nous pourrions arriver à des résultats conséquents. Merci beaucoup, Maître Pinda. Monsieur Luc Malembe, dernière intervention sur cette question. Bunagana, c'est vrai, ça fait 100 jours, mais on n'attaque pas une ville comme on attaque un village. Il y a des populations, il y a des infrastructures, il y a toute une organisation qu'on ne peut pas détruire parce que la reconstruction peut mettre du temps. Pourquoi est-ce que vous ne vous alliez pas autour du président Tshisekedi? Parce que c'est l'État qui attaque. Ce n'est pas Tshisekedi qui est attaqué. C'est la République démocratique du Congo qui est attaquée. Pourquoi vous, de l'opposition, vous ne vous ralliez pas au gouvernement pour qu'ensemble nous puissions mettre l'ennemi dehors? Pourquoi vous attardez à critiquer le gouvernement en place de s'allier au gouvernement? Je suis content que mon ami, cette fois-ci, il n'a pas accusé Fayoulou. Parce qu'ils ne sont là que pour accuser, pleurnicher, se plaindre. On parle de Koulouna, il dit c'est Fayoulou. Comme si c'est Fayoulou qui commande les services de l'État, comme si c'est lui qui gère l'armée, alors qu'ils prétendent le faire. Donc, je voudrais dire ceci, que pourquoi nous ne pouvons... Cette guerre ici, pour que vous puissiez comprendre notre démarche. Les M23 avaient été défaits militairement en 2013. D'accord? Mis hors de combat, chassés jusqu'au Rwanda, en Ouganda. M. Tshisekedi arrive au pouvoir, il n'y avait pas les M23. Comment les M23 est ressuscité? C'est Tshisekedi. Nous avons suivi le porte-parole du M23 dire qu'ils ont passé une année dans des hôtels luxueux ici, pris en charge par ces régimes ici. Il n'occupait aucune de nos localités. Comment s'appelle ce... Mais le monsieur là, je ne veux même pas le citer son nom, Willy quoi, Ngoma ou des choses comme ça. Nous avons lu une lettre écrite par le monsieur ici, coordonnateur du mécanisme de suivi de l'accord d'Addis Abeba. Un proche de Tshisekedi. Un collaborateur de Tshisekedi, je ne sais pas, Claude Ibalanki. Il a écrit une lettre adressée à la justice pour demander de suspendre les poursuites contre les responsables du M23 parce qu'ils sont en négociation. Avant le début de cette guerre, on a fait venir les M23 qui ne combattaient personne, qui n'occupaient aucune localité. On les a logés dans des hôtels, on les a promis des choses qu'on n'a pas respectées. Voilà là où ça nous amène et c'est la population qui en paye les prix. Et vous voulez que nous, on vienne accompagner ça? Ça, c'est une guerre de M. Tshisekedi lui-même, ça ne nous concerne pas. Et vous avez vu, j'ai demandé et j'attendais une réponse. Pourquoi, comment on fait entrer des armées étrangères dans ce pays sans que le Parlement y ait débat? Nous devons savoir, ça ce n'est pas une boutique privée. Allez ouvrir une boutique, chacun chez lui, il la gère comme il veut. Ici, il s'agit de la question nationale. Je n'ai pas eu de réponse. Je me demande s'il y a encore des institutions dans ces pays. Donc, M. Tshisekedi, il fait tout ce qu'il veut. Alors que la logique de notre constitution, c'est qu'il y ait un pouvoir qui arrête le pouvoir. Il ne peut pas avoir les mains libres. Maintenant, vous avez mis en place comment dire, des vieux moboutistes qui n'ont appris qu'à faire l'éloge pour qu'ils sucent l'argent et ils ne font pas leur travail. Ce qu'on appelle l'Assemblée nationale aujourd'hui n'en est plus une. C'est un temple de la corruption où on ne fait que se partager des 21 000 $ et abandonner le peuple dans la rue. Puisque c'est Tshisekedi qui serait l'auteur de cette guerre. Oui. Donc, une fois Tshisekedi parti... D'abord, Tshisekedi doit d'abord partir. La solution, nous ne l'aurons pas avec Tshisekedi. Donc, aussi longtemps que Tshisekedi sera là... Non, nous ne l'aurons pas. Il est en train de tâtonner. Vous avez senti que même notre ami, je veux lui conseiller, il a dit, les chrétiens, tout n'est pas à défendre, mon frère. Ça, c'est notre pays. Vous pouvez défendre Tshisekedi, c'est de votre droit. Mais pas au détriment de notre pays. Qu'est-ce que vous allez laisser à vos enfants, mon frère, quand ce pays ne sera plus là? Je l'ai entendu même contredire son propre chef Tshisekedi. Quand on a demandé à Tshisekedi, comment... Vous avez suivi, non? Encore que je rappelle que Tshisekedi n'a jamais accordé une interview à la presse congolaise. Vous êtes journaliste, vous ne me le direz pas. Chaque fois qu'il parle, c'est pour les étrangers. C'est quoi cette histoire? Alors, M. Tshisekedi, on lui demande, Bunagana rentre comment? Non, c'est les Kenyans. Mon Dieu. Et lui, il nous parle ici, c'est l'armée. Mais Tshisekedi a dit, c'est les Kenyans. Je vous rappelle que l'armée kenyane n'a jamais gagné une guerre. L'armée kenyane est en Somalie depuis 10 ans. Allez voir la Somalie. Voilà les armées qu'on nous amène.
Burundi, s'il vous plaît. Burundi, c'est une armée. Mon Dieu. Sud-Soudan. J'apprends qu'on va amener le Sud-Soudan. Le Sud-Soudan est en guerre chez eux, incapable de la gérer. À Arou, en territoire d'Arou, en Ituri, nous avons 40 000 réfugiés sud-soudanais qui vivent chez nous. Incapables de gérer leurs problèmes. Voilà les armées sur lesquelles on compte. Non, nous perdons du temps, mon frère. Donc la solution passe d'abord par le départ de M. Tshisekedi. Parce qu'il tâtonne. Il n'a pas de ligne. Il ne met pas de la diplomatie. Est-ce que vous savez que... Je termine par là. C'est très important. Est-ce que vous savez que M. Tshisekedi va à l'ONU? Il dit le Rwanda nous agresse. Mais il a laissé l'ambassadeur du Rwanda ici. Et il veut que les autres fassent quoi? Donc, un agresseur, vous êtes en bonne relation diplomatique avec lui. Notre ambassadeur est toujours à Kigali. Nous avons vu des photos humiliantes, choquantes de l'épouse de M. Tshisekedi en train d'embrasser l'épouse de notre agresseur. Où est le problème? Non, c'est un problème. Moi, je suis de cette formation-là. Chaque geste compte en diplomatie. Vous ne pouvez pas voir la femme de Zelensky aller embrasser la femme de Poutine, monsieur. Un agresseur. D'accord. Comment alors il est agresseur? Et vous voulez que qui nous prenne au sérieux dans ce genre de... Donc, la solution... Très bien. Et on m'a demandé de proposer, c'est ça. Le départ immédiat d'ailleurs de M. Tshisekedi d'abord. On comprend. On comprend. Merci, Luc Malembe. Monsieur Maître Mpinda, la question de l'armée de l'Afrique de l'Est, cette contradiction entre le général kenyan et le président Tshisekedi, qui dit que nous sommes là pour créer un espace tampon, pour échanger, pour que l'armée, pour que les M23 et l'armée congolaise et les gouvernements congolais puissent reprendre les discussions à Nairobi pour une solution pacifique de la question. Le président avait dit que l'armée kenyane entrera par Bunagana. On comprend que entrer par Bunagana, c'est déjà attaquer les M23. Cette contradiction-là, comment vous l'expliquez? Il ne faut pas confondre une diffamation avec une opinion politique. Je vais vous le faire constater maintenant. Vous serez en difficulté, vous, en face de moi, de montrer une photo où l'épouse de Kagame est en train de s'embrasser avec l'épouse de Tshisekedi. Cette photo est inexistante. Quoi? J'insiste, je me répète. Que vous serez en difficulté, s'il vous plaît. Vous allez nous la montrer. Montrez-la nous, s'il vous plaît. Allez-y, montrez-la nous. Vous avez pris votre téléphone pour la montrer. Je vous donne 30 secondes de mon temps. Vous avez 1 minute de mon temps. On a plutôt vu une photo. Vous serez, ils sont affichés sur une photo. Moi, je l'ai vu. Je pensais que la première des règles ici, ce n'était pas d'interrompre. Je vous ai donné 1 minute pour nous montrer cette photo-là inexistante. Il tremble même de main. Hein. Non, je veux la trouver. Non, allez-y. Prenez votre temps. Je vais la trouver. Non, continue, non? Continue. L'opinion retiendra que cette photo est inexistante. Mais vous allez voir. Moi non plus, je ne l'ai pas vu malheureusement. La photo n'existe pas. J'aimerais bien la voir aussi. Je n'ai pas vu cette photo. La photo là n'existe pas. C'est-à-dire que, papa, cette photo n'existe pas. Et il ne va rien nous montrer là-bas puisque cette photo n'existe pas. Nous avons par contre une photo où ils sont toutes plutôt, j'allais dire, debout, ok, en train de prendre des photos. Et aussi, il faut qu'on se le dise quand même. Nous sommes membres d'une même structure, c'est-à-dire des Nations Unies, où nous pouvons nous retrouver. Poutine se retrouve au Conseil des Nations Unies avec Zelensky, l'Ukrainien. Il était là. Ok? Pourquoi on n'en a pas fait un problème? Mais soyons quand même sérieux lorsqu'il s'agit d'évoquer certaines questions. Je reviens encore pour dire, c'est-à-dire que madame l'épouse du chef de l'État, Denise Nyakero, peut aujourd'hui initier une action en justice pour imputation dommageable, puisqu'il a encore son téléphone. J'insiste parce que la photo n'y est pas. J'ai beaucoup de photos. Non! Je vais la trouver. Elle n'existe pas. Vous voyez ça? C'est-à-dire qu'elle peut aujourd'hui revenir pour dire que non, on m'a imputé des faits qui atteignent. Puisqu'il dit être choqué. Il a été choqué par quoi? Par une illusion. C'est-à-dire que dans sa tête, il s'est fabriqué une photo où il y a madame l'épouse de Kagame avec madame l'épouse de Tshisekedi en train de s'embrasser. C'est-à-dire quoi? Ils se sont en train de se faire des accolades. Oui. Mensonges éhontés. Des accolades. Ok. Je voudrais encore revenir ici sur un fait. Il a dit en 2013, l'armée de la République démocratique du Congo a défait l'armée, plutôt M23. Mais ça, c'est une très fausse information. Suivez-moi, s'il vous plaît. C'est une très fausse information. Voilà ce que vous ne savez pas. En 2013,
il y a eu un rapport des Nations Unies attestant l'implication du Rwanda dans les massacres, toujours via le Rwanda, via plutôt le M23. C'est ainsi que, ayant peur de la sanction qui devait suivre, ils se sont retirés. Voilà encore une autre contradiction de ce que vous ne maîtrisez pas. Lorsque vous dites qu'aujourd'hui on recourt au M23, et plutôt au Sud-Soudanais, lorsque aujourd'hui on dit on recourt aux Ougandais et consorts, mais posez-lui la question de savoir comment cette victoire prétendument entre guillemets est arrivée si ce n'était pas avec les Sud-Soudanais. Chers compatriotes, vous qui critiquez Tshisekedi pour le plaisir de le faire, est-ce que vous pouvez nous dire comment les M23, prétendument entre guillemets, sont arrivés à obtenir leur victoire prétendument dont vous vous vantez ici, pour dire que non, les M23 étaient défaites? Non. C'était au nom de la coalition. Et c'était dans le cadre de la SADC qu'ils ont mené cette attaque-là contre le M23. Avec la force d'intervention rapide. Avec la force d'intervention rapide qui a pris beaucoup de coalitions qui se sont retrouvées dans ça. Alors, vous savez, je retiens ceci, s'il vous plaît. Lorsque vous êtes en Occident, on ne fait pas passer n'importe qui à la télévision. Parce que vous mettez dans les têtes des citoyens du n'importe quoi. Vous voulez donner l'impression que cette armée seule est allée vers cette victoire-là. Et pourtant, ce n'était pas le cas. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, monsieur? Je voudrais tout simplement dire qu'on sélectionne qui doit passer à la télévision pour savoir qu'est-ce que l'on doit mettre dans la tête des populations. Là vous mettez votre débat. Ça va de soi. Parce que vous me demandez à moi de revenir encore sur... Un peu d'élégance, un peu d'élégance. Non, mais je suis très élégant. Non, ça c'est pas élégant. Ok, allons dans cette logique. Dans cette logique de l'élégance telle que vous le dites. C'est-à-dire que vous souhaitez que l'opinion qui nous suit, qui est soit sous-informée ou plus informée que nous, puisse entendre des choses qui ne sont pas vraies. Entre autres, pour dire que non, l'armée soudanaise n'a jamais été ici pour mener une guerre, dont ils prévalent de la victoire. Ça, c'est d'abord un. Deuxièmement, qu'ils prétendent aussi parce qu'ils ne lus pas. S'ils pouvaient lire seulement les différentes conclaves que nous avons vues ici, ils n'auraient pas posé la question de l'armée ougandaise, plutôt tanzanienne et consorts. Pourquoi? Parce qu'ils viennent sous une étiquette bien donnée. C'est laquelle étiquette? On parle de troupes de l'armée, de troupes plutôt de la communauté des États de l'Est. Et ce qui implique qu'aucune décision ne peut être prise uniquement sans avoir consulté les autres. Et ici, il avait été déjà défini par, par les différentes résolutions de ces conclaves-là, où est-ce que ces troupes-là allaient se retrouver et comment est-ce qu'ils allaient être opérés. Voilà pourquoi je suis encore scandalisé. Excusez-moi. Je suis moi scandalisé. Moi, je suis préoccupé par ce qui se passe à l'Est de la République. Pour finir. Vous avez prétendu ici, Danzak. Pour finir. Vous avez dit ceci. Moi? Oui. Moi, je pose des questions. Je n'ai rien dit. Vous avez, dans cette logique-là, je ne dis rien, je pose la question. Vous l'aviez présenté. Ah, vous avez peur, pourquoi, papa? Vous aviez prétendu en disant ceci. Qu'il était, vous avez encore mieux dit, originaire de l'Est. D'Elituri. D'Elituri. Ok? Chers compatriotes d'Elituri, le compatriote a dit ceci, de manière claire. Il dit il n'est pas concerné par cette guerre à l'Est de la République. Oui. C'est-à-dire que nos frères qui meurent à l'Est, nos frères qui sont, nos sœurs qui sont violées, ok? Nos enfants qui sont, nos femmes enceintes qui sont éventrées, ok? Il n'est pas préoccupé. Moi, je suis de l'Est, je suis du centre. Mais je porte le chagrin lorsque une personne meurt à l'Est de la République. Lorsque un de mes frères, ok? D'accord. Tombe, ça me fait mal. Mais je me rends compte que je suis en face d'un chagrin. Vous savez, il y a une chose. Lorsqu'on parle de la complicité, c'est aussi dans le pensée des gens. Qu'est-ce qu'il sort, excusez-moi s'il vous plaît, qu'est-ce qu'il sort dans l'air tête? Le deuxième sujet. L'opinion retiendrait que lorsqu'on parle de la complicité de certains des compatriotes à l'Est de la République, c'est l'indifférence qui les caractérise. D'accord. Et vous vous rendrez compte que les compatriotes tels quels, ce sont eux qui se réjouissent de l'instabilité à l'Est de la République et font en sorte que les Congolais, lorsqu'ils meurent, vous savez encore une chose. Lorsqu'on dit que certains de nos frères, de nos compatriotes ravitaillent les rebelles à l'Est de la République, je me pose la question de savoir si ce n'est pas un d'entre eux qui est en face de moi ici. Deuxième sujet, rapidement, il nous reste moins de 20 minutes, hein, maximum 20 minutes pour finir cette émission. On va lancer les deuxièmes sujets. 2023, la table ronde électorale s'annonce. L'actualité en images rapidement.
Le rapprochement entre états-majors politiques à 2 mois de l'année électorale commence à alimenter les conversations. La question de la rencontre Union sacrée de la nation, Lamouka FCC, en vue d'un probable dialogue sur la question électorale en est une illustration éloquente. Y aura-t-il un glissement en vue du partage des postes où Denis Kadima pourra organiser les élections bâclées en décembre 2022? En tout cas, ces possibilités sont envisageables au regard du temps qui reste. Voilà, ça c'est la note de la rédaction. La question qui nous est posée maintenant, 2023, la table électorale, la table ronde électorale s'annonce. Un dialogue est-il envisageable avant 2023 si il n'y a pas élection? Un dialogue, une table ronde, pour un peu comme en 2018, où il y a eu une table ronde autour des évêques de la Cinco, pour aller aux élections paisiblement, pacifiquement. 2016, pardon, pacifiquement. Le scénario peut-il se répéter? Très bien. Messieurs, dames, je vais répondre à cette question. Je ne voudrais même pas revenir sur... j'ai vu toute la souffrance que mon ami, mon compatriote a eue. Il a sué de toutes ses forces pour tenter de défendre l'indéfendable. Je ne veux même pas y revenir. Je voulais juste placer un mot par rapport aux dernières nominations dans l'armée. C'est très important. On a vu encore une fois des nominations teintées, comme toujours, du tribalisme. Qu'est-ce que voulez-vous dire par là? Vous avez vu la liste? Moi, j'ai vu les noms complets qui ont été nommés. D'abord, on élève à des grades de généraux des gens qui n'ont... Ailleurs, on élève en grade qui est un militaire vaillant. Vous voyez, notre pays est agressé. Bounagana est parti, y compris par des officiers qui étaient en guerre là-bas, ils ont échoué. On vient, on les élève en grade. On est en train de faire de la complaisance avec les questions de notre pays. Donc, j'ai vu ces noms-là, comme toujours, hein, teintés du tribalisme. Et puis... Quand vous dites tribalisme, concrètement... Non, mais vous savez, tout le monde connaît comment ces régimes fonctionnent. Tous les postes importants, on les donne à des gens d'une certaine appartenance tribale. Moi, j'ai lu la liste de tous les nominés. Oui. Il y a très peu de Kassaïens. Comment il y a ça? peu de Kassaïens. Comment ça? Vous voulez qu'on cite des noms ici? À moins que vous ne pouvez le contraire. On ne va pas citer des noms ici, des gens. Alors, puis, on n'a pas corrigé l'une des erreurs graves que Kabila a commis dans notre armée. En fait, l'armée, c'est un corps qui est caractérisé par 2 choses, la discipline et l'unicité du commandement. Alors, pour affaiblir notre armée, Kabila avait créé ce que nous avons appelé des zones de défense, des secteurs opérationnels, des régions militaires. Vous voyez, à Ituri par exemple, vous avez un gouverneur militaire à qui on a dit qu'il coordonne les opérations. Il y a un commandant région, il y a un commandant secteur opérationnel, tous des généraux. Il y a un commandant zone de défense. Alors, il y a plusieurs commandements et c'est ce qui affaiblit l'armée. Sous Mobutu, tout ça n'existait pas. Il y a une brigade... L'armée était miettée. Voilà, on a multiplié des niveaux de commandement pour affaiblir notre armée. Je croyais que les gens ici l'ont compris, ils n'y comprennent rien. Ils n'y comprennent rien. Ils ont d'ailleurs, j'ai vu, ils nomment chef d'état-major adjoint, sous-chef d'état-major. C'est quoi ces histoires? Vous n'êtes pas technicien. Je ne suis pas technicien, je n'ai pas besoin de l'aide. La guerre, c'est... Mais je connais que... C'est une question technique. Non, écoute, les lois du pays, tout le monde doit les connaître. J'ai dit que l'armée, c'est un corps qui est caractérisé par 2 choses importantes, la discipline et l'unicité de commandement. Lorsque vous avez plusieurs niveaux de commandement, une armée ne peut pas être efficace. La question de la table ronde électorale. On vous a vu avec Chadari, oui. Kabouya, oui. Votre collègue d'envol. Vous serez partie prenante. Nous avons répondu à une invitation de la CENI. Non, du NDI, un think tank américain. National Democratic Institute. Il s'occupe toujours des questions. C'est dans le même contexte que, comment dire, à Genève. Non, la rencontre ne concernait que les secrétaires généraux des grands partis, donc des parties prenantes au processus. Ça peut aboutir à un dialogue? Non, il n'y a pas question de dialogue ici. On voulait que chacun donne ses inquiétudes, ses problèmes, ses idées par rapport au processus électoral. Pas de dialogue? Non. Et s'il n'y a pas élection? Nous, élection ou pas, M. Tshisekedi part. Il n'aura même pas un jour. Élection ou pas. Il n'y aura pas de glissement dans ce pays. Décembre 2023, le président... Voilà, le 24 janvier 2024, le président élu de la RDC prête serment et Tshisekedi part.
qu'il y ait élection ou pas. Il part. Parce que ce que nous avons compris, c'est que ces gens n'organisent même pas des élections. Où est le calendrier électoral? On a posé cette question à M. Tshisekedi. Il dit, pour lui, on va faire sans calendrier. On commence... Écoutez, M. Tshisekedi dit, on fait d'abord l'enrôlement des électeurs, on fait les élections, et puis le calendrier viendra. C'est presque ce qu'il a dit. Les techniciens ont dit qu'avant la fin de l'année, il y aura un calendrier. Denis Kadima. Et pourtant, on nous dit que l'enrôlement des électeurs commence en décembre. Écoutez, l'enrôlement des électeurs fait partie du processus électoral. Du calendrier. Voilà, il doit faire partie. Sinon, on va le faire comment? Il a dit qu'il va publier. Ces gens ne comprennent rien. Bientôt. Deuxième chose, nous sommes sous état de siège. Comment on va aller à l'enrôlement? Ils ne veulent pas lever leur état de siège. Des pacotilles, un état de siège inutile qui a aggravé notre situation. Vous avez suivi quand on demande à M. Tshisekedi le bilan de l'état de siège, il dit que ça a augmenté l'argent. Oh, mon Dieu. Qui conseille M. Tshisekedi? Mais mon frère, merci. Je vous entends bien communiquer. Pourquoi vous ne lui parlez jamais? On ne communique pas comme ça. Beaucoup. Merci. Alors, donc, il n'y a pas de dialogue dans ce pays. Nous ne sommes pas prêts. Nous savons que ces gens ne sont pas en train d'organiser des élections. Ils veulent amener la nation devant un fait accompli. Pour nous obliger à un glissement, il n'y en aura pas. Merci. Il n'y a pas d'élection. Tshisekedi pas. Maître Mpinda. Merci beaucoup, monsieur Luc Malembe. Maître Mpinda, vous avez suivi Olivier Kamitatou, le porte-parole de Moïse Katumbi, qui a dit aussi la même chose, que le président Tshisekedi ne fera même pas une minute de plus au pouvoir. Ils ne sont pas partie prenante à un quelconque dialogue. Ils veulent les élections à bonne date, point final. S'il n'y a pas élection, le président Tshisekedi doit partir. Comment réussissez-vous quand non seulement en externe, mais en interne, des gens, on vous attaque par un de vos partenaires de l'Union sacrée? Vous savez, j'insiste sur ce que je disais tout à l'heure ici. Ce n'est pas n'importe qui est à même de pouvoir passer à la télévision pour raconter des élucubrations. Vous n'êtes pas venu là, s'il vous plaît, répondez juste à mes questions. Ok. Je reviens pour dire ceci. Moi, je cite les noms. Hein. Lui, il cite le nom il ne cite pas le nom. Il vous dit que c'est du tribalisme. Et moi, je vais citer le nom. Ok. On vous dit Christian Chiwewe. Ce nom dans les Kasaï n'existait pas. C'est un Karunda. Ok. Du Katanga. Ça, c'est la faute. Dites-moi que c'est faute. Ils sont en train de s'embrasser. S'il vous plaît. Ils sont en train de s'embrasser. Oh, mais ils sont en train de se saluer. Qu'est-ce qu'il raconte là? Qu'est-ce qu'il raconte? Alors, je prends encore Kabirikiza Ephraim, qui est commandant de la garde républicaine, c'est lui qui remplace. C'est-à-dire que Tshisekedi, tribaliste qu'il est, il prend quelqu'un qui n'est pas de chez lui, il le met là-bas. Et pourtant, lorsqu'on entend le nom de ceux qui trahissent, on vous cite Yav. Ok? Il est doux. Mais Tshisekedi, républicain qu'il est, il ne tient pas compte de tout ça. Il ne sanctionne pas les uns au nom du tribalisme dont il sort, parce qu'il fait l'apologie du tribalisme, lorsqu'il revient sur des questions qui ne sont même pas concernées, parce qu'il devait citer ces noms-là. Il prend tout Congolais. Tout Congolais a même de pouvoir assumer. Il les place là où il faut pour qu'il fasse ce travail-là. On prend Léon Kassonga. Ok, j'ai dit Léon Kassonga. Richard Léon Kassonga. Au Kassai, c'est Kasson. Vous voyez ça? C'est-à-dire qu'il démontre à suffisance qu'il n'est pas allé chez lui dans sa tribu, ok, pour aller puiser. Il est allé voir dans la République, il a vu la réserve de la République. Chico Chitambwe. Ça, au Kassai, on ne le trouve pas non plus. Ok? On ne le trouve pas non plus au Kassai. Il prend encore Banza Mouilambwe, Jules. C'est encore un autre Kassaïen. Je n'insulte personne lorsque je dis qu'il faut savoir qui passe à la télé pour dire quoi. Parce que l'opinion qui suit là attend d'être informée. On n'est pas là pour aboutir la population qui nous suit. Lorsqu'on rencontre des choses qui sont fausses. Maître, restez sur les questions. Non. C'est important. Répondez aux questions. Je connais la réputation de cette chaîne ici. Aujourd'hui, la notoriété qu'il y a. Ok? Non, excusez-moi, non. Restons d'abord ici. Le crédit de la chaîne, pas votre co-débatteur, est aussi, l'emporte aussi. S'il vous plaît, parce que le danger ici, c'est quoi? L'opinion dira, j'ai suivi Congo Buzz. Et voilà ce qui avait été dit. Que Tshisekedi, c'est un tribaliste. Et pourtant, il veut faire l'apologie du tribalisme. Ceux qui ont été nommés, peu sont ceux qui ont... Vous êtes journaliste, vous l'avez dit tout à l'heure ici, que peu sont du Kassai. Est-ce que
dire qu'ils sont du Kasaï, les Kasaï n'est pas une tribu. Les Kasaï, c'est une province. Et dans une province, on trouve beaucoup de tribus. Lorsque vous dites que tribalisme, c'est-à-dire que Tshisekedi n'aurait pris que les un tombolo, qu'on dit quoi? Je sais pas trop. Ou là où il est là. Ok? C'est-à-dire qu'on dirait qu'il a pris que cette tribu-là. Et pourtant, il s'est référé à la réserve de la République et il a même confié sa sécurité en dehors de ceux qui Moïse sont... Katumbi. Je voudrais, avant d'en venir à Olivier Kamitatou, d'ailleurs, il faut se le dire, lorsque je transpire comme ça, c'est parce qu'il n'y a pas de courant, hein, mon cher compatriote. C'est pas parce que je suis en difficulté de répondre. Non, il fait chaud parce qu'il n'y a pas de courant. Ok, on ne sait pas allumer les beaux splits que nous avons toujours, qui nous a toujours accompagnés lors des émissions ici. Ne profitez pas pour dire n'importe quoi. Ok? Voilà. Alors, je reviens sur la question électorale. Il faut se le dire. La ligne est tracée. Ok? Et aussi, pour que l'on puisse publier un calendrier électoral, il faut qu'il y ait une cartographie. La cartographie permettra de savoir quels sont le nombre de centres qu'on peut avoir et éventuellement comment est-ce qu'on peut aller à l'enrôlement. Il a dit, le président de la CENI, que vous allez avoir le calendrier dans les jours qui viennent. Ok? Nous y sommes au mois d'octobre. Il a promis même l'enrôlement au mois d'octobre. Prenons-les au mot pour que nous y sommes et que nous puissions éventuellement avoir l'essentiel de ce qu'il y a. Moi, je pense que la ligne est déjà, elle est déjà tracée. Il a parlé de l'insécurité à l'est de la République lorsqu'on pose à Tshisekedi, mais qu'est-ce que ça a apporté? Il ne comprend pas. Il va crier comme ont l'habitude de le faire ceux qui sont décidés pour dire que non, les militaires doivent être payés, Mais pendant que nos frères de l'Est étaient dans les trafics illicites des minerais, je ne sais pas s'il l'était lui aussi. Ok? C'est-à-dire que l'argent qui devait entrer dans la caisse de l'État pour permettre à ce que les compatriotes qui sont au front puissent être valablement payés, ok, était détourné par nos compatriotes de l'Est, et particulièrement des Litouris. Et j'insiste pour dire, je ne sais pas s'il faisait partie de ces gens-là. Ok? Vous conviendrez avec moi, aujourd'hui, c'est un pas... Il nous reste 5 minutes, disons 4 minutes. Vous allez prendre 2 minutes pour finir votre intervention. On va finir avec lui. Ah, mais comme j'étais en train de parler, je lui laisse, il prend les 2 minutes, moi je vais revenir après. Ah, très bien. Monsieur Luc Malembe, table ronde électorale, en tout cas, Tshisekedi doit partir en janvier 2024. Le 24 précisément. Voilà, il doit partir. Oui. Donc, vous n'êtes pas partie prenante à un quelconque dialogue. Non, nous ne sommes pas allés pour un dialogue. Nous sommes allés parce que nous avons dit nous devons aller aux élections. Et nous avons des inquiétudes par rapport à la loi électorale. La loi électorale fait on doit y revenir. Problème. À quel niveau? Toutes les propositions qu'on avait données, aucune n'a été retenue. On doit y revenir. Les bureaux de la CENI, nous n'y sommes pas. Mais, monsieur, l'IDPS a placé tous ces gens dans tous les bureaux. Comment on peut aller là où l'arbitre est déjà dehors dans la maison de l'adversaire, c'est là qu'il mange, et vous venez, vous attendez qu'il fasse un match équitable. Fayulu lui-même a dit qu'il n'a pas de problème avec... Pas le président. Pas de problème avec le président de la CENI, Kadima, a été délégué par les confessions religieuses. Si les confessions religieuses qui l'ont délégué lui font confiance, ça c'est pas notre problème. Mais nous disons les autres membres... Mais vous irez quand même aux élections. Oui, dans ces conditions-ci. Non, les préalables là. On doit corriger ça et puis on va aux élections. Nous sommes prêts. Mais je voudrais dire à mon frère qu'il parle de l'enrôlement. M. Kadima a dit que ça doit commencer en décembre. Nous sommes en octobre. Quand est-ce qu'on va déployer les kits d'enrôlement, mon frère? Mais c'est lui l'expert. C'est lui qui est expert. Non, justement, ils sont en train de vouloir amener la nation. Parce que s'il n'y a pas élection, comment dire, l'enrôlement ne commence pas en décembre. Sachez qu'il sera impossible qu'on a, je suis même l'autre monsieur là qui a dirigé la CENI. Konenanga. Oui, lui là d'abord il doit se taire. Il n'a aucune leçon, il n'a rien à nous dire. Si nous sommes dans cette impasse ici, c'est lui qui a fabriqué les chiffres. Est-ce que vous savez que les résultats des élections de 2018 n'ont jamais été publiés? Oui, parce que la publication doit se faire bureau de vote par bureau. Et c'est ce que nous avons proposé que ça se fasse sur le site de la CENI. C'est ce que la loi dit. Pour finir simplement, si ces préalables ne sont pas remplis, vous n'irez pas aux élections. Nous devons aller aux élections, nous sommes prêts. Nous sommes d'ailleurs les seuls qui sont prêts à aller aux élections. Je voulais que je vous le dise. Les CIDE est le seul
Nous avons désigné notre candidat à l'issue d'un congrès tenu à Kisangani. Très bien. Nous avons présenté le manifeste de Kisangani qui contient notre programme de gouvernement. Le président élu est en tournée Très bien. pour échanger avec les Congolais de la diaspora parce qu'eux aussi doivent voter. Très bien. Demandez à Maître l'UDP, Pinda. c'est qui leur candidat? C'est quand leur congrès? Il n'y en a pas. Je vois la guerre dans leur union salitaire, comme l'appelle ma camarade de parti, Madame Marie. S'il vous plaît. Vous avez suivi M. Kamitaku, qui sont dans l'union satellitaire. S'il vous plaît. Il dit, et aussi, mais c'est qu'est-ce qui se passe dans leur Merci famille d'abord? beaucoup. Donc, Monsieur. élection ou pas, M. Tshisekedi dit Doit pas. pas. D'accord. Maître Mpinda, je vous pose une question un peu plus technique. Vous êtes technicien du droit. Au cas où il n'y a pas élection en 2023, quel est le scénario? Déjà, je vous rassure d'un fait que nous avons un technicien hors pair à la tête de la CENI. Ce ne sont pas mes propos, ce sont les propos de Martin Fayoulou. Il dit que le président de la CENI, il est compétent. Non, c'est vrai. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Arrêtez de vous exciter comme une femme enceinte prête à accoucher, s'il vous plaît. Nous ne sommes pas à la maternité. Alors, je disais que... Vous n'êtes pas élégant, franchement. Je comprends, vous venez d'un arbre, dessous d'un arbre à limiter. Et là, chez vous, vous n'avez appris que ça, c'est pas élégant. L'inspiration que j'ai reçue à l'université, à la colline inspirée, c'était sous les arbres. C'est-à-dire de là, la fraîcheur permettait de réfléchir conséquemment. Voilà. Donc, je disais tout à l'heure que nous avons un expert, ok, qui n'est contesté par personne. Et cette expertise, ok, l'expertise des nations, que j'allais dire des Nations Unies, de M. Kadima, aujourd'hui n'est contestée par personne. Ok. Lorsqu'on revient sur la question du bureau, puisqu'il a évoqué la question du bureau, mais il est en contradiction avec Martin Fayoulou. Moi, si j'étais à sa place, j'aurais même démissionné de ces partis-là. Ok. J'aurais démissionné de ces partis-là, puisque Martin Fayoulou reconnaît les mérites. Il les compare d'ailleurs avec un certain nombre de membres de la CENI. Il dit, écoutez, je prends Kadima par rapport à l'autre. Il estime que Kadima a les compétences qu'il faut pour organiser les élections. Vous savez, lorsqu'on dit reconnaître, vous ne pouvez pas non plus revenir sur prétendument qu'il aurait été élu par le chef religieux, mais pourquoi vous vous êtes retrouvé avec l'église catholique dans la rue? Ce n'était pas pour contester Kadima que vous disiez qu'il était membre de l'UDPS Afrique du Sud. Mais ce sont des contradictions. Raison pour laquelle j'ai dit, j'insiste, qui doit passer à la télévision pour ne pas empoisonner l'intelligence de nos compatriotes? Mais c'est ça, ce genre de choses qu'il faut éviter. Il faut sérieusement éviter ce genre de choses. Aujourd'hui, le président de la CENI par le porte-parole le rapporteur de la CENI. Ils sont allés chercher les ordinateurs et ils sont venus avec. Et ils vous disent qu'en décembre, nous ne sommes pas encore en décembre, les oiseaux de mauvais augure, les mauvais messagers commencent déjà à vous dire que, ben voilà, nous pourrons arriver, les élections ne vont pas avoir lieu. Et lorsque le président de la République vous dit que je fais confiance à l'expertise, il est d'ailleurs le seul meilleur qui avait terminé, le seul meilleur expert accepté par tous lors de confessions religieuses, excepté certains autres qui étaient à la solde de tout ce que vous voulez, malgré qu'ils ont disparu, qu'ils sont maintenant dans la logique participative et tout ce que vous voulez, ainsi de suite, tout ça. Kadima va nous conduire aux élections. Et nous en avons de l'assurance et nous pensons que les choses vont aller. Je vais aller vite avec Kamita, tout ça. Vous savez, malheureusement, cet 30 secondes. Cet exercice, nombreux ne le comprennent pas. L'union sacrée ne dit pas dictature, comme on le connaissait avec le FCC. Lorsque vous prenez une disposition, comment dire, une position divergente, on vous fait la guerre. Ok? L'union sacrée, ce qui est contradictoire avec Olivier Kabita et consort, parce que le temps ne nous permet pas, j'aurais pu développer là-dessus, ils sont adultes, qu'ils arrêtent d'assumer leur lâcheté. Merci beaucoup, maître. Qu'ils quittent l'union sacrée, nous l'avons toujours dit et nous continuons de le dire. Merci ils beaucoup. font quoi ici lorsqu'ils ont répondu à l'appel du président de la République pour merci aider beaucoup, de manière à ce que le choses Monsieur Luc Malembe, c'est pas la dernière fois. Merci, Monsieur Mpinda. C'est pas non plus Maître Mpinda. Donc, on note que ça brûle à l'union sacrée. Nous, on le savait. Nous retrouvons. Et comment ils iront aux élections si non Arrêtez de vous agiter comme une femme enceinte. Vous allez nous retrouvons. Vous allez pas vous avec qui, insulter. S'il vous plaît. Nous nous retrouvons demain avec le même plaisir dans ce beau cadre. Merci beaucoup.